Trésors du Saint-Laurent, à la découverte de l'aire marine protégée du banc des Américains. Dans cette série de 4 épisodes, plongez avec nous dans le golfe du Saint-Laurent. Venez découvrir l'aire marine protégée du banc des Américains, ce site qui regorge de richesses, tout près de chez vous, à l'est de la péninsule gaspésienne. Mon nom est Camille Pépin, une biologiste curieuse et passionnée des milieux marins. Et mon nom est Léa Roy, agente de projet au Comité ZIP Gaspésie. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. Dans le premier épisode, on a découvert l'aire marine protégée du banc des Américains, son importance, ses statuts de protection et ses réglementations. Dans ce deuxième épisode, on plonge plus en profondeur sur l'importance du banc des Américains et les bénéfices des aires marines protégées, en passant par les impacts des changements climatiques sur les océans et les écosystèmes du Saint-Laurent. Notre première invitée, Véronique Bussière, est directrice de la conservation bioculturelle chez SNAP Québec. Véronique, je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de vous, de votre lien avec les aires marines protégées, le banc des Américains. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la conservation marine. Pendant longtemps, j'ai travaillé plus dans le nord du Québec, à la baie James. J'ai eu la chance aussi de travailler un petit peu dans le sud, dans les Caraïbes, au Panama. Et puis, ça fait 5 ans et demi là, maintenant que je travaille vraiment sur la conservation marine, la mise en place d'aires marines protégées dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je ressens quand même un attachement là, pour nos milieux marins ici au Québec. Le banc des Américains, c'est un dossier que je suis aussi depuis plusieurs années. L'évolution de la mise en place de cette aire marine protégée-là. Je suis très contente, en fait, d'avoir la chance de faire l'enregistrement justement à côté de cette aire marine protégée-là. Oui, c'est ça, parce qu'on est à Gaspé même. Fait que moi aussi, je suis très contente de vous avoir avec nous. Et je me demandais si vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de l'organisme pour lequel vous travaillez, soit la SNAP Québec. Oui, la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs, c'est un organisme qui existe depuis plus de 60 ans au Canada et plus de 20 ans au Québec. Notre mission principale, c'est la protection du territoire. On travaille en terre publique. Donc, c'est principalement la mise en place d'aires protégées, autant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Puis, on a une approche particulière qui est vraiment de travailler en collaboration avec les acteurs locaux, les organisations locales, parfois les représentants de l'industrie. Moi, je travaille particulièrement avec les organisations, les communautés autochtones. Ah, merci. Nous avons aussi la chance de recevoir une deuxième invitée, Lynn Morissette, chercheure en écologie de la conservation pour M Expertise Marine et professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Bonjour. Lynn, pourriez-vous nous parler un peu de votre travail? Ce que je fais comme travail, ça se concentre surtout sur tous les grands enjeux environnementaux qui vont affecter notre biodiversité, en particulier la biodiversité marine, évidemment. Et actuellement, je m'intéresse beaucoup à toutes les facettes de l'impact du changement climatique sur nos écosystèmes, en mettant l'emphase, évidemment, sur ce qui se passe dans le Saint-Laurent, mais aussi en comparaison avec le reste du monde. Et c'est fascinant de voir à quel point, malheureusement, le Saint-Laurent n'est pas protégé sous une cloche de verre. Là, tout ce qui se passe ou tout ce qu'on entend parler à l'échelle mondiale en termes d'enjeux environnementaux, on voit à peu près la même chose à plus petite échelle chez nous le long du Saint-Laurent. Véronique, pourquoi les aires marines protégées sont-elles importantes? Bien, tout d'abord, il faut se rappeler que nos écosystèmes marins, même si souvent on les connaît mal parce que si on ne fait pas de plongée sous-marine, on n'a pas la chance d'aller voir ce qu'il y a en dessous. C'est quand même des écosystèmes qui jouent un grand rôle pour nous dans la biosphère. Puis c'est important d'en prendre soin de ces écosystèmes-là si on veut qu'ils continuent à nous rendre tous les bénéfices dont je parlais un peu plus tard. Les milieux marins, à l'échelle de la planète, mais ici au Québec aussi, sont soumis à beaucoup de pression. Si on pense à la pollution, divers types de pollution, beaucoup de navigation aussi, la pêche, les changements climatiques, l'exploration, l'exploitation minière et gazière. Ici, au Québec, on a la chance, depuis un petit moment, tout ce qui est au niveau gazier, c'est interdit par la loi, mais il n'y a pas encore de réglementation là, pour l'exploration, l'exploitation minière.
Puis aussi la production d'énergie. On en parle de plus en plus. Ici au Québec, on ne le vit pas encore, mais on le voit ailleurs, là, dans les maritimes, puis dans l'ouest là, du Canada, où est-ce que c'est des projets qui commencent à se mettre en branle. Ça, c'est comme, par exemple, comme des éoliennes ou... Oui, ça peut être soit l'énergie marimotrice ou des champs d'éoliennes. On sait que, bon, souvent, les zones maritimes, il y a beaucoup de vent. Donc, c'est vraiment des endroits où il y aurait un potentiel là, de mettre des champs d'éoliennes. Donc, pourquoi les aires marines protégées sont importantes? Bien, parce que tout ce genre d'activités-là qui sont très destructrices, ils sont interdites. Bien, les aires marines protégées, ça constitue des refuges, en quelque sorte, pour les espèces marines. Ça permet soit d'enlever des pressions existantes ou de prévenir des nouvelles menaces pour permettre aux écosystèmes localement là, de se régénérer ou de rester intacts. Puis peut-être aussi, c'est important de noter que ça peut prendre quelques années, surtout dans les eaux froides, là, avant qu'on voit vraiment les bénéfices de la mise en place d'une aire marine protégée. Donc, c'est important d'en créer dès maintenant, puis d'en créer un réseau à l'échelle de tout le Québec. On a posé la question aux gens. Selon vous, à quoi ça sert une aire marine protégée? Non, j'ai pas d'idée. Non plus. À protéger la zone marine qui est en dessous. Alors, Véronique, quels sont les bénéfices de la mise en place d'aires marines protégées? Oui, bien, il y a beaucoup de bénéfices. On n'a pas encore énormément d'études ici au Québec, mais à l'échelle mondiale, on a quand même là, des preuves assez solides là, qui nous démontrent là, qu'il y a des bénéfices. En général, là, les bénéfices d'une aire marine protégée, bon, déjà, c'est la protection à long terme des écosystèmes marins et côtiers. Ça, c'est important de le dire. Quand on met une aire marine protégée, c'est pour toujours. Donc, c'est à long terme. C'est pas juste une protection là, à court terme pour gérer un enjeu très précis. On protège aussi l'ensemble de la biodiversité, l'ensemble de toutes les espèces qui sont là et pas juste une espèce ciblée ou on ne vise pas juste une activité en particulier. Donc, on dit, le terme technique, c'est qu'on protège la biodiversité in situ, donc là où elle est dans son milieu naturel. Ça permet aussi aux espèces, souvent les poissons qui vont être, ou les crustacés qui sont dans les aires marines protégées vont vivre plus longtemps, comme ils ne sont pas prélevés, vont se reproduire davantage. On sait que les plus gros individus produisent plus de larves. Et là, on va avoir un effet de débordement, qu'on appelle le spillover en anglais. C'est que les poissons qui sont dans l'aire marine protégée, bien, on ne met pas de clôture sous l'eau. Donc, ils vont sortir de l'aire marine protégée. Puis, ça va avoir des impacts bénéfiques pour les pêches aux alentours quand c'est des espèces d'importance économique. Puis, juste pour donner un exemple de ça, pendant 10 ans, on a suivi un réseau d'aires marines protégées le long de la côte californienne. Là, on parle quand même d'un écosystème en eau froide, là, assez semblable à celui qu'on a ici au Québec. Ça a permis d'augmenter de 225 % les populations de langoustes, avec un effet négatif négligeable à long terme là, sur l'activité de pêche. Un autre exemple, on a interdit complètement le chalutage de fond dans une petite aire marine protégée au large de l'île d'Aran, en Écosse. Encore là, dans un écosystème qui est semblable au nôtre. On est en eau froide. Et puis, assez rapidement, ça a permis de restaurer des récifs de coquilles Saint-Jacques qui étaient disparus depuis longtemps. Puis aujourd'hui, cette aire marine protégée-là abrite 4 fois plus de homards puis de coquilles Saint-Jacques que les aires aux alentours. Plus de morues juvéniles, plus d'algues. Puis les homards qui vivent dans l'aire marine protégée sont plus gros. Ils produisent 6 fois plus d'œufs que ceux à l'extérieur. Donc, on le voit là, vraiment que ça a un impact là, sur ces écosystèmes-là. C'est souvent des zones d'alimentation pour les baleines. Entre autres, ici au Québec, on a la chance d'être visité par plusieurs espèces de baleines, plus petites, plus grandes. Ici, le banc des Américains, c'est vraiment une zone d'alimentation. C'est aussi une zone d'alimentation pour les oiseaux marins. On peut penser aux fous de bassin, mais plein d'autres espèces aussi. Donc, on protège les poissons, la source de nourriture pour ces oiseaux-là. Et puis peut-être pour terminer au niveau des bénéfices, bien, une aire marine protégée toute seule, oui, ça a des impacts positifs, mais aussi ça prend un réseau. Qu'est-ce que vous entendez par un réseau? Ça prend un réseau, bien, notamment parce qu'on ne met pas de barrières, de clôtures sous-marines, donc les espèces se déplacent. Il faut s'assurer parfois de protéger des habitats qui sont différents pour différents stades de vie.
de ces espèces-là. Tu sais, mettons, si on passe au homard, il va y avoir le stade larvaire, puis différents stades, il ne se retrouvera pas nécessairement toujours dans le même habitat. De protéger suffisamment pour protéger des fois les pouponnières, les zones d'alimentation, les zones où, si on pense au beluga, où les mamans vont aller élever leurs petits. Donc, c'est important d'aller protéger plus que juste des petits îlots perdus là, dans l'océan. On parle beaucoup, on utilise beaucoup de termes scientifiques. Par exemple, c'est quoi un écosystème? Bien, un écosystème, c'est un ensemble d'organismes vivants qui interagissent ensemble, qu'on retrouve dans un même milieu, dans un cycle. Bien, souvent, on dit les plus gros mangent les plus petits, et ainsi de suite. C'est pas tout le temps tout à fait exactement comme ça que ça fonctionne, mais il y a comme une transmission d'énergie, si on veut, dans ce cycle-là. On sait qu'on a les plantes qui prennent l'énergie du soleil, qui sont mangées par les herbivores, par les carnivores, mais il y a la même chose qui se passe dans les océans. Donc, un écosystème, c'est tout ça. C'est l'ensemble de toutes ces composantes-là qu'on retrouve dans nos océans et qui sont toutes interreliées. Savez-vous ce que c'est les changements climatiques? Oui. Un peu. Ouais, il n'y a plus de neige un 6 mars. Par exemple, il fait 14, 15 à Montréal. On en a encore un peu en Gaspésie, mais pas beaucoup. Lynn, pourriez-vous me parler de l'impact des changements climatiques sur les océans? Quand on parle du climat qui change, on pense souvent aux températures de l'air, aux canicules l'été qu'on subit, aux tempêtes. Mais les océans, eux, vont absorber une énorme partie de cette chaleur supplémentaire-là qu'on reçoit sur la planète et ça va complètement changer le fonctionnement des océans. Il y a deux grands phénomènes là, qui nous intéressent ici que je vais vous expliquer. Il y a premièrement le réchauffement de l'eau comme tel, puis ce que ça implique au niveau de la baisse d'oxygène. Donc, le réchauffement de l'eau, il faut voir ça comme une piscine. Et imaginez-vous une piscine, là, en plein été, au bout de quelques jours de soleil intense là, qui a fait plus chaud que d'habitude, l'eau de notre piscine va devenir plus chaude. C'est super cool pour la baignade, mais c'est pas forcément aussi cool pour les organismes marins. L'océan, ça fonctionne de la même façon. Ça absorbe de la chaleur. Puis plus ça absorbe de la chaleur, plus ça se réchauffe. Et contrairement à votre piscine qui va se refroidir la nuit, bien, les océans, eux autres, sont vraiment capables de contenir cette chaleur-là vraiment plus longtemps qu'une piscine. Et une eau plus chaude, est-ce que c'est un problème pour les organismes marins? Le problème, c'est que la température de l'eau va influencer toutes sortes de processus biologiques et écologiques dans nos écosystèmes marins. Les poissons, les invertébrés, les algues, tous les petits micro-organismes, tout ce monde-là est calibré pour fonctionner à une température donnée. Donc, quand la température augmente, il y a des espèces qui vont en profiter et prospérer, donc être plus abondants que d'habitude parce que ça fait leur affaire. Mais il y en a d'autres qui sont dépassés par ce changement de température-là puis qui vont pouvoir même disparaître dans certains cas. Par exemple, il y a plusieurs espèces de poissons qui, quand l'eau se réchauffe, vont avoir tendance à migrer vers de l'eau plus froide, soit plus au nord, soit en profondeur. Et ça entraîne des bouleversements majeurs dans les écosystèmes, dans les pêcheries. Les pêcheurs ne voient plus les poissons au même endroit. Les prédateurs qui font des grandes migrations et qui reviennent année après année ne voient plus leur nourriture ou leur garde-manger au même endroit. Donc, ça change toutes sortes de choses. Puis, on voit aussi des fois l'arrivée de nouvelles espèces qui vont être plus adaptées à l'eau chaude, ce qui peut complètement modifier la chaîne alimentaire. Évidemment, la chaîne alimentaire, c'est une grande chaîne ou un réseau très équilibré. Donc, quand il arrive des nouvelles composantes de ce réseau-là, bien, ça désorganise un peu tout le reste. Le réchauffement de l'eau, donc, ça change aussi tout ce qui est courant marin. Les courants sont générés dans les océans par des différences de température, de densité, tout ça. Donc, quand la température de l'eau augmente, tous ces régimes de courants marins-là vont changer aussi
Et ça perturbe toute la répartition des nutriments. Donc, il va y avoir des zones qui, auparavant, étaient très, très productives, qui deviennent plus pauvres en nutriments. Et ça, ça va affecter le plancton qui est à cet endroit-là. Et par ricochet, toute la chaîne alimentaire qui en dépend parce que le plancton, c'est la base de notre chaîne alimentaire. En plus d'affecter toute la chaîne alimentaire, est-ce que l'augmentation de la température de l'eau, ça a d'autres impacts? Plus l'eau est chaude, moins elle a de capacité à contenir de l'oxygène. C'est un peu comme une bouteille de soda, par exemple. Quand elle est super froide, le gaz carbonique que vous allez mettre dedans va rester dissous. Mais si vous laissez votre bouteille de soda au soleil, elle va devenir plate très rapidement. Donc, l'oxygène dans l'océan, ça suit exactement le même principe. Plus l'eau est chaude, plus cet oxygène-là va s'échapper vers l'atmosphère et ça laisse moins d'oxygène, de ressources oxygène dans l'eau pour les organismes marins. Ensuite, si on parle de la baisse d'oxygène, on ne réalise pas tout le temps, mais l'oxygène, ce n'est pas seulement important pour nous, les humains. Les animaux marins aussi en ont besoin pour respirer. La majorité des animaux respirent de l'oxygène comme nous, mais de façon différente. Et ils utilisent, au lieu d'utiliser l'air comme nous avec nos poumons, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'oxygène dissous dans l'eau. Et ça, c'est essentiel à la vie. Quand il y a moins d'oxygène, ça veut dire que les poissons, les invertébrés doivent faire plus d'efforts pour respirer. Donc, leur métabolisme va avoir tendance à ralentir. Ça peut affecter la croissance et chez certaines espèces, ça finit même par les forcer à fuir ces zones-là où l'oxygène diminue pour aller chercher un meilleur environnement ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'impact des changements climatiques sur le Saint-Laurent et les organismes qui vivent là? Les changements climatiques vont avoir des répercussions très importantes sur toutes les espèces qui habitent dans le Saint-Laurent. Pour comprendre ces impacts-là, c'est essentiel d'examiner comment le réchauffement des eaux et la diminution d'oxygène vont influencer la physiologie des organismes marins, mais en particulier leur métabolisme, puis toutes les dynamiques écologiques locales, donc le fonctionnement ou les interactions qui se passent dans les écosystèmes. D'abord, parlons du réchauffement de l'eau et ce que ça fait au métabolisme des poissons. Les poissons, ce sont des ectothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle dépend de celle de l'environnement autour d'eux. Donc, quand la température de l'eau augmente, leur métabolisme va s'accélérer et ça, ça augmente évidemment leur besoin en oxygène pour faire rouler ce métabolisme-là. Puis là, quand l'eau est plus chaude, elle contient moins d'oxygène dissous. Donc, ça crée une situation où les poissons ont besoin de plus d'oxygène dans un environnement où l'oxygène est de moins en moins disponible. Et ça fait une double contrainte qui peut entraîner une diminution de la taille corporelle des poissons parce que les individus plus petits vont avoir des besoins en oxygène qui sont inférieurs en proportion. Donc, plus ils sont petits, moins les besoins en oxygène sont importants. Et il y a une étude récente qui prévoit que d'ici 2050, les poissons pourraient perdre environ un quart de leur poids actuel à cause du réchauffement des eaux. Donc, vraiment, c'est important comme impact sur la physiologie des poissons. À ça, il s'ajoute plein d'autres contraintes. Et quand on regarde ce qui se passe avec la diminution de l'oxygène dissous et les zones d'hypoxie, faut comprendre que le réchauffement des eaux du Saint-Laurent, ça entraîne en soi une diminution de l'oxygène dissous et ça, c'est exacerbé par la stratification thermique. La stratification thermique, ça se produit quand les eaux de surface plus chaudes et moins denses vont pas se mélanger avec les eaux profondes plus froides et plus denses. Donc, il y a vraiment une stratification, donc une barrière entre la surface et ce qui se passe dans le fond. Et ça, ça fait une limite sur le transfert d'oxygène vers les zones profondes. Donc, on a une situation qui peut conduire à ce qu'on appelle de l'hypoxie. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'hypoxie et qu'est-ce que cela provoque sur les organismes marins? L'hypoxie, c'est quand les niveaux d'oxygène sont insuffisants pour soutenir la vie aquatique normale. Donc, toutes les espèces qui vivent dans le fond, qu'on appelle les espèces benthiques, vont être particulièrement vulnérables à ces conditions-là. Par exemple, la crevette nordique, qui est une espèce très importante dans le golfe du Saint-Laurent, dans les dernières années, on en entend de plus en plus parler parce que les populations de crevettes sont en déclin partout et c'est dû en partie à la diminution d'oxygène, à l'augmentation des températures
dans leur environnement, dans les fonds marins où elles se retrouvent normalement. Les changements climatiques, ça va affecter différentes espèces dans le Saint-Laurent, pas juste les crevettes. Il y a des espèces en déclin, la morue par exemple, le flétan du Groenland aussi, qui ont subi des diminutions de population très importantes en raison de l'augmentation des températures et de la diminution d'oxygène chez nous. Il y a des espèces qui vont être plus gagnantes par rapport à ces changements-là. Donc, il y a des gagnants et des perdants. Le sébaste, par exemple, ou le flétan de l'Atlantique, semble bénéficier des nouvelles conditions environnementales avec des populations qui sont en augmentation. Sur le système complet de l'écosystème Saint-Laurent, ce que ça a comme répercussion, ces changements-là, c'est des changements importants dans la chaîne alimentaire. Il y a des espèces qui diminuent, il y a des espèces qui augmentent, et ça, ça crée des déséquilibres sur les relations entre les prédateurs et les proies. Ça affecte la disponibilité des ressources pour d'autres organismes parce qu'il y a des espèces qui partent, il y a des espèces qui arrivent. Donc, les changements climatiques, ça perturbe vraiment le Saint-Laurent de toutes sortes de façons, d'une façon physique et d'une façon biologique. Ça affecte la physiologie des espèces, ça affecte les dynamiques écologiques, les services écosystémiques, ça affecte les courants aussi, ça affecte la façon dont la mécanique de notre Saint-Laurent fonctionne. Véronique, on entend parfois le terme service écologique. Ça veut dire quoi, ce terme-là? En fait, c'est un terme qui a été défini dans le cadre d'une initiative qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, donc l'évaluation des écosystèmes du millénaire. Puis l'idée, c'était justement de définir et de quantifier les bénéfices que l'humanité retire des écosystèmes de la nature. Puis on a défini 4 types de services écosystémiques. Donc, les premiers, c'est les services d'approvisionnement. Fait que ça, on peut imaginer, c'est la nourriture, le combustible, les matériaux, les médicaments aussi, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui nous proviennent de la nature. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va récolter, finalement, dans la nature. Ensuite, il y a les services de régulation. Donc, ça, c'est tout ce qui contribue au bon fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, au niveau du contrôle des inondations, de la séquestration carbone, de la pollinisation aussi. Ensuite, il y a les services de soutien. Ceux-là sont un petit peu plus durs à comprendre, là, mais c'est vraiment au niveau là, des grands cycles au niveau de la biosphère, comme la régulation de la température de la planète, des grands courants océaniques, le système de climat aussi qu'on voit qui est en train malheureusement de se dérégler. Ça, c'est vraiment là, ce qui soutient la vie sur la Terre. Puis finalement, il y a les services culturels. Ça, c'est un peu plus abstrait, mais c'est au niveau esthétique, c'est la beauté des paysages, au niveau spirituel aussi. Alors, ce serait quoi les services écologiques rendus par l'aire marine protégée du banc des Américains? Bon, premièrement, si on pense à l'effet de débordement, donc ça, c'est les poissons là, qui peuvent grandir et grossir et se reproduire au sein du banc des Américains, mais qui traversent ensuite les limites. Donc, ça contribue aux santé des stocks de poissons commerciaux qui sont pêchés par les gens ici des communautés, que ce soit commercial ou récréatif. Puis la protection des espèces proies. Donc, ça aide à maintenir toutes ces populations-là de poissons. Les espèces proies, c'est celles qui servent de nourriture à d'autres espèces plus grosses là, qu'on va pêcher. Ensuite, on peut penser à la séquestration carbone. En fait, on l'oublie parfois, mais les océans jouent un très grand rôle dans la séquestration du carbone. Dans le banc des Américains, en fait, c'est un endroit où, parce que l'écosystème est en santé, il y a beaucoup d'algues, il y a beaucoup de phytoplancton, c'est un milieu qui est très, très riche. Donc, c'est quand même un milieu qui séquestre beaucoup de carbone. C'est un allié, on appelle ça une solution naturelle pour lutter contre les changements climatiques. On protège la capacité naturelle des écosystèmes de nous aider, là, d'être notre allié dans cette grande lutte-là. Puis souvent, on va penser aux herbiers marins, vraiment, mais toutes les algues aussi dans le milieu océanique, comme je disais, le phytoplancton, jouent vraiment un grand rôle à ce niveau-là. Sinon, si on pense encore de services rendus aux Gaspésiens puis aux Québécois en général, il y a juste l'observation des baleines. C'est un lieu qui est très fréquenté. C'est quand même quelque chose qui attire aussi les touristes ici. Donc, il y a des retombées économiques de ces activités-là. Un peu en lien avec ça, c'est juste la beauté des paysages, en fait.
Un petit peu encore dans la même veine, il y a beaucoup d'oiseaux marins qui se nourrissent là, notamment les fameux fous de bassin de l'île Bonaventure qui attirent beaucoup de gens aussi quand même l'été. On sait qu'à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de populations d'oiseaux marins qui commencent à avoir un peu de difficultés. Ici, au Québec, il y a une couple d'années, on avait eu la grippe aviaire qui avait affecté aussi certaines des populations, dont les fous de bassin, mais de protéger leurs sources de nourriture pour s'assurer qu'ils puissent être en santé, bien se reproduire, c'est vraiment important. Puis ça, le banc des Américains joue ce rôle-là. Et finalement, comme on le disait, toutes les activités ne sont pas interdites dans le banc des Américains. Il y a quand même un peu de pêche. Il y a de la pêche au crabe, de la pêche au flétan atlantique du Groenland à l'aide de la palangre. Donc, ça aussi, là, le fait de maintenir cet écosystème en santé-là, ça bénéficie aux communautés là, ici en Gaspésie. Lynn, est-ce que la création d'aires marines protégées dans les eaux froides, comme l'aire marine protégée du banc des Américains, aide à contrer certaines perturbations, par exemple liées au changement climatique? Les aires marines protégées, c'est des outils essentiels pour la conservation des océans. Ça ne sert pas juste à empêcher les activités humaines dans une zone donnée, mais surtout de permettre à des écosystèmes qui sont fragiles de retrouver cet équilibre-là, d'être plus résilients face aux pressions environnementales et, dans un contexte de changement climatique, d'aller créer une aire marine protégée dans ces endroits-là, surtout dans les eaux froides du golfe du Saint-Laurent. Évidemment que ça donne une meilleure chance aux écosystèmes puis aux espèces qui sont dedans. Un des principaux effets du réchauffement climatique sur les océans, c'est cette fameuse modification-là des températures de l'eau. Tout devient plus chaud et ça influence directement la répartition des espèces. On observe déjà qu'il y a des poissons qui préfèrent les eaux froides, comme la morue franche, et maintenant, ils sont contraints de se déplacer vers des zones plus au nord ou des zones plus en profondeur pour garder cette eau froide-là ou pour chercher cette eau froide-là pour garder les conditions qui leur sont favorables pour être capables de survivre le mieux possible. Dans une aire marine protégée, le fait de réduire les perturbations humaines, comme la pêche, par exemple, ou le bruit des navires, ça peut donner à ces espèces-là des habitats encore plus stables et plus propices à leur survie. Par exemple, dans certaines zones du golfe Saint-Laurent, il y a des courants marins qui apportent encore des eaux froides. Puis ça, ça devient possiblement des habitats refuges pour des espèces en difficulté et ça leur permet de mieux tolérer les variations climatiques. Si en plus, dans ces habitats-là, non seulement il y a de la belle température qui est idéale pour eux, mais qu'il y a le moins de dérangement possible, évidemment que ça leur donne une meilleure chance. Ça, c'est une chose. Ça permet aussi de jouer sur l'oxygène, la qualité de l'eau. Donc, dans les eaux profondes du golfe Saint-Laurent, ces eaux-là, c'est parmi les plus touchées par la diminution de l'oxygène dissous. Et le phénomène est en partie causé par le réchauffement qui diminue la capacité de l'eau à retenir l'oxygène, mais aussi par toutes les modifications dans les courants océaniques qui vont limiter le renouvellement de l'eau froide et oxygénée qui arrive des eaux profondes et ce mélange-là. Donc, dans certaines aires marines protégées, ça peut vraiment devenir important pour protéger ces eaux froides-là qui sont mieux oxygénées en limitant l'ajout de stress supplémentaire pour des espèces qui y vivent. Si on prend par exemple les herbiers de zoostère, ça, c'est des systèmes qui sont complètement fascinants parce que, on les retrouve dans plusieurs secteurs du Saint-Laurent, du golfe du Saint-Laurent, et c'est des plantes marines qui aident non seulement à fixer le carbone, c'est vraiment des alliés climatiques parce qu'ils vont capter une partie du carbone des gaz à effet de serre, mais ça limite aussi l'acidification de l'eau et puis ça contribue surtout à l'oxygénation de tous les habitats côtiers. Donc, quand on protège ces milieux-là, avec des aires marines protégées, on améliore indirectement la qualité de l'eau pour toutes sortes d'espèces qui dépendent d'un environnement qui est de bonne qualité. Lynn, pourriez-vous nous donner un exemple d'espèce qu'il est important de protéger? Une des grandes préoccupations en termes de conservation, c'est aussi le maintien de ce qu'on appelle les espèces fourragères. Ça, c'est les petits poissons qui servent de nourriture aux plus grands poissons, aux grands prédateurs marins. Donc, ils sont en plein milieu de la chaîne alimentaire et dans certaines parties du golfe Saint-Laurent, il y a des espèces comme par exemple le capelan ou le hareng qui ont vu leur population varier très fortement en raison des changements dans la température de l'eau et de la disponibilité du plancton de leur nourriture
qui changent avec cette température-là. Donc, ces variations-là ont eu un effet domino parce que quand les proies se raréfient pour les grands prédateurs ou quand les proies se déplacent, bien, les grands prédateurs doivent aussi modifier leur comportement et parfois quitter la région. Donc, ça veut dire que quand les changements climatiques affectent ces espèces fourrages, le caplan, le hareng, bien, par ricochet, ça affecte aussi nos baleines, nos phoques, tous les grands poissons. Et donc, une aire marine protégée qui protégerait des frayères de ces espèces fourrages-là, les frayères, c'est les zones de reproduction, bien, ça permettrait d'assurer une production stable de jeunes caplans, de jeunes harengs. Ça garantirait une source de nourriture pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Par exemple, si une aire marine protégée protège les secteurs des hauts fonds qui sont riches en nutriments, bien, ça peut contribuer à maintenir des ressources alimentaires pour les poissons, les oiseaux marins, les mammifères marins qui vont aller chasser là-bas. Donc, si j'ai bien compris, les aires marines protégées permettent de préserver des zones de reproduction et de maintenir des ressources alimentaires. Est-ce qu'elles jouent aussi d'autres rôles pour les espèces marines? Les aires marines protégées, ça permet aussi d'offrir un refuge aux espèces qui sont en difficulté. Il y a des espèces marines qui fréquentent le golfe du Saint-Laurent qui sont particulièrement sensibles aux activités humaines puis au changement climatique. C'est le cas, entre autres, de plusieurs mammifères marins, comme la baleine bleue, dont les populations sont déjà en déclin important. C'est une espèce qui est en péril. Et les aires marines protégées permettent de réduire toutes les interactions négatives entre ces espèces-là puis les activités humaines. Par exemple, limiter le trafic maritime dans certaines zones pour réduire le risque de collision avec les baleines. Pas juste les baleines bleues, mais toutes les baleines en général. Réduire les activités de pêche pour éviter des empêtrements de certaines espèces vulnérables. On pense souvent à la baleine noire qui est affectée par ce risque d'empêtrement dans les cordages qu'on utilise pour faire la pêche. Des aires marines protégées permettent de contrôler ce genre de facteurs-là. Les aires marines protégées, c'est pas une solution miracle qui empêche le climat de changer, mais c'est quand même un outil super efficace pour limiter les effets négatifs puis offrir aux écosystèmes les meilleures conditions possibles pour s'adapter. Donc, dans le Saint-Laurent, par exemple, où les changements climatiques affectent déjà la température, l'oxygène, la biodiversité, bien, mettre en place des aires marines protégées bien situées, au bon endroit, ça peut stabiliser les écosystèmes, ça peut protéger les espèces qui en ont vraiment besoin parce qu'ils sont plus fragiles, puis ça peut maintenir les services écosystémiques essentiels, donc les services desquels nous, on dépend de ces écosystèmes-là, comme la pêche, par exemple. Donc, l'objectif, c'est pas de bloquer les activités humaines, mais de vraiment trouver un équilibre pour faire de la conservation et une utilisation durable des ressources marines pour que les générations futures puissent continuer encore de profiter, comme moi j'ai eu la chance de le faire, d'un Saint-Laurent qui est vivant, qui est beau, qui est en santé puis qui est productif pour nos communautés côtières. Le gouvernement du Canada et du Québec vise à protéger un certain pourcentage de milieux marins à des fins de conservation d'ici 2030. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de conservation visé? Pas du tout, puis je sais pas comment ils vont les protéger non plus. Je vais dire 30. Peut-être 30. Peut-être 30, moi aussi, je dirais. Véronique, quel pourcentage de milieux marins faudrait-il protéger? Selon les études scientifiques, il faudrait protéger environ 30 des milieux marins à l'échelle de la planète pour protéger la biodiversité en général, protéger un peu plus spécifiquement des espèces en péril, pour protéger les stocks de poissons d'importance économique. Et puis, en fait, les pays se sont engagés globalement à atteindre ce 30 %-là. En décembre 2022, à Montréal, il y a eu la COP 15, donc la conférence des parties. Tous les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique se sont rencontrés à Montréal pour s'entendre sur des nouvelles cibles de protection en vue de 2030. Les anciennes cibles, c'était 17 % en milieu terrestre et 10 % en milieu marin pour 2020. Le Québec a atteint cette cible-là. Mais la prochaine cible, c'est 30 % en marin. Donc, il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la cible de 10 % c'est une cible qui est une décision politique, alors que le 30 % comme je le mentionnais, c'est vraiment une cible qui est basée sur la science, qui est soutenue par la science. Donc, c'est la nouvelle cible à atteindre. On est chanceux aussi, le Québec s'y est engagé, le Canada,
Puis normalement, à l'échelle mondiale, tous les pays aussi là, sont en train d'emboîter le pas. Je me demandais si vous pourriez nous expliquer ce qu'est une espèce en situation précaire. Oui. Donc, c'est quand l'évaluation a été faite d'une espèce, puis on considère qu'elle est à risque d'éventuellement disparaître, on lui attribue un statut. Au Québec, il y a comme 2 niveaux de statut. Il y a le niveau québécois sur la loi sur les espèces menacées et vulnérables. Et au Canada, il y a la loi sur les espèces en péril. Donc, on a comme deux niveaux. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que c'est ça. Il y a une gradation. Donc, au début, c'est une espèce vulnérable. Donc, on est un peu inquiet. Il commence à avoir une baisse dans les populations. Il faut surveiller la situation de près. Puis, à mesure qu'on avance dans les niveaux, bien, on met en place des mesures un petit peu plus rigoureuses, si on veut. Il y a la mise en place d'un plan de rétablissement, d'un plan d'action, la désignation de l'habitat essentiel de cette espèce-là. Donc, c'est vraiment l'habitat dont l'espèce a besoin pour survivre, pour se rétablir. En quoi le banc des Américains est-il unique? Bien, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on met des aires marines protégées quand même dans des endroits stratégiques spécifiques. Puis le banc des Américains, c'est vraiment un endroit assez unique au Québec. Déjà, il y a le courant qui descend Saint-Laurent puis qui longe, en fait, la péninsule gaspésienne qui amène plein de nutriments dans cette zone-là. Puis la géomorphologie particulière du site aussi avec un talus, des falaises, il y a des plaines aussi, qui fait qu'il y a une grande diversité d'habitats dans une superficie relativement restreinte, là, c'est 1000 km². Donc, ça permet à plein d'espèces différentes, en fait, de trouver leurs habitats. Il y a beaucoup de nourriture. C'est un endroit vraiment où on retrouve plein d'espèces de crevettes, des ophiures, qui sont des espèces de petites étoiles de mer là, avec des longs bras. Des étoiles de mer, je pense qu'il y a une quinzaine peut-être d'espèces différentes d'étoiles de mer. Il n'y en a pas juste une. Des anémones, des coraux mous. Souvent, on ne le sait pas, mais au Québec, on a des coraux. C'est pas les mêmes coraux qui font des récifs là, qu'on connaît dans les eaux tropicales, mais c'est quand même des animaux qui sont super importants. On a des éponges de mer, des crabes, des poissons comme le loup atlantique, des morues, des plis, des coquillages, des nudibranches, des espèces de petites, des petites... Des limaces? Des limaces un peu sous-marines, mais avec des petites... ils sont camouflés, ils ont presque des petites forêts de dentelle sur le dos, des oursins, des concombres de mer. Bref, il y a plus de 130 espèces qui ont été identifiées jusqu'à maintenant dans le banc des Américains. Puis je ne serais pas surprise qu'on en découvre d'autres parce qu'on continue de faire de la recherche. Mais c'est ça. C'est un hotspot de biodiversité. C'est vraiment un lieu là, qui est très spécial, là, puis qu'il faut absolument protéger. Quand on parle, c'est ça, des différentes espèces à statut. Tantôt, vous avez mentionné le loup atlantique. Oui. Il me semble que c'est une espèce qui a un statut. Oui, vulnérable. Puis il y a le loup tacheté qui, lui, si je ne me trompe pas, est menacé. Ça, c'est des poissons là, qui se tiennent dans les crevasses, qui ont une drôle de face aussi, un petit peu épeurante. Là. Ils n'ont pas l'air tout à fait sympathiques, mais je pense que certaines sont sympathiques quand même. Véronique, d'après vous, qu'est-ce qui nous permettrait de mieux comprendre l'importance des aires marines protégées? En fait, l'an dernier, j'avais la chance d'être dans une grande conférence internationale sur les aires marines protégées, Impact 5. Puis, il y avait un des conférenciers qui disait, si on montrait des photos à tout le monde de la beauté puis de la richesse de nos fonds marins et de ce qu'on est en train de faire à certains endroits, il dit, les gens n'accepteraient jamais ça. Les gens s'insurgent contre la déforestation, beaucoup, comme en Amazonie, tout ça. Mais ce qui se passe sous la surface des océans, on ne le voit pas, malheureusement. Des fois, on se dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est vrai, où ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas vraiment se mobiliser contre ça. Mais c'est ça, de le rendre plus visible, d'en parler davantage, d'informer les gens sur ce qui se passe, ou ce qui peut se passer si on ne fait rien. Aussi, je pense que c'est fondamental.
d'en parler davantage. C'est pas juste les poissons, en fait, qu'on mange, qu'on retire des océans, c'est tellement plus que ça. Ben, de faire comme découvrir un petit peu sa beauté pour que les gens aient un certain attachement, puis aient un désir de dire « Ah, OK, c'est pas juste une eau bleue, là. Il y a toutes sortes, il y a une forêt dans le fond sous-marine Exactement. qui vaut la peine d'être protégée. » Oui. Je pense que la population aujourd'hui se rend compte qu'il faut protéger les milieux marins, qu'on ne peut pas continuer à faire comme on a fait dans le passé. Là. Les gens en région, surtout, bon, on l'a vu, l'effondrement des stocks de morues. Là, on les voit, les dérèglements. Là, le sébaste qui remonte, mais qui mange trop de crevettes, ainsi de suite. Bref. Fait que je pense que les gens s'en rendent compte. On cherche des solutions, on cherche des outils. Les aires marines protégées sont un des outils dans la boîte à outils. C'est pas la panacée. Ils vont pas régler tous les problèmes. On a aussi besoin d'améliorer nos pratiques ailleurs, où est-ce qu'il n'y a pas d'aire marine protégée. Mais c'est ça, ils font partie de la solution. Mais il faut bien les faire pour que les gens y adhèrent. Il faut que les gens soient impliqués aussi. Soient au courant. Ben, merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, merci à vous, Camille. C'est important de parler du banc des Américains, de la protection marine en général. Donc, merci de l'opportunité de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Lynn Morissette, de nous avoir rendu visite aujourd'hui et d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous pour ce balado. Dans cet épisode, on a découvert certains impacts des changements climatiques sur les océans et nous avons découvert plusieurs bénéfices que procurent les aires marines protégées. Dans le prochain épisode, on découvre la saison hivernale dans l'aire marine protégée du banc des Américains. Ce balado est une réalisation du comité ZIP Gaspésie avec l'aide du studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océan Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aike Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à Véronique Bussière, directrice de la conservation bioculturelle chez SNAP Québec, et Lynn Morissette, chercheur en écologie de la conservation pour M Expertise Marine et professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski. Et merci à vous de nous avoir écoutés.